Donc nous voilà arrivés à la dernière séance de cette première journée de notre colloque, pour laquelle j'ai le grand honneur de vous présenter Christine Baron, que la plupart d'entre vous connaissez sans doute. Mais bon, Christine, c'est une des figures de référence dans l'étude des rapports entre littérature et savoir. Je vais essayer d'ébaucher une brève biographie de Christine, même si j'arriverai jamais à tout reprendre, parce qu'il y a tellement de publications, d'activités scientifiques. Christine Baron est professeure de littérature générale et comparée à l'Université de Poitiers. Elle est spécialiste de littérature contemporaine et notamment des relations France-Italie au XIXe et au XXe siècle, si je ne me trompe pas. Sa recherche porte principalement sur des questions de théorie littéraire, paradigme savant et littérature, modèle scientifique, modèle philosophique et littérature. Elle travaille plus particulièrement sur les champs contemporains ouverts en épistémocritique depuis les années 90, à savoir droit, économie, sciences de la vie et littérature. Un peu tout, je dirais. Non, sauf peut-être biologie. Oui, aussi biologie. Un petit peu, d'accord. Outre les nombreux articles scientifiques publiés dans des revues spécialisées, dont je ne vais pas faire la liste évidemment, elle est l'auteur des ouvrages La pensée du dehors, littérature, philosophie, épistémologie, et La littérature et son autre, utopie littéraire et ironie dans les œuvres de Borges, Calvino et Queneau. Elle a également co-dirigé les collectifs Realism, Neorealism, Anti-Realism in Literature et coordonné également le numéro 12 de la revue épistémocritique consacrée au rapport entre littérature et économie. Christine, elle va nous parler aujourd'hui de littérature et droit, ce qui tombe bien pour des raisons évidentes, puisqu'on se trouve à la faculté de droit. Et d'ailleurs, sur ce même sujet, elle prépare deux ouvrages annoncés si je ne me trompe pas, pour 2020 et 2021 respectivement, au titre suivant, Le récit judiciaire pour le premier et Émotion judiciaire, contexte littéraire pour le deuxième. Je te donne donc la parole, Christine, et je te remercie d'être avec nous. Merci beaucoup, Borja, de cette présentation. Merci également de cette invitation à toi et à Mélania. Merci de l'organisation de ce colloque, qui est l'occasion pour moi, toujours avec un immense plaisir, de retrouver, l'Europe épistémocritique, c'est-à-dire des gens sympathiques qui travaillent sur des objets proches, alors différents parfois par leurs orientations, mais en tout cas toujours des objets extrêmement intéressants. Alors, signe du destin, en effet, nous sommes à la fac de droit et je vais vous parler des relations entre droit et littérature, en particulier à partir d'un mouvement qui s'est développé aux États-Unis au tout début du XXe siècle et qui s'est intitulé lui-même à partir des années 1925, Law and Literature. Mais tout d'abord, je voudrais m'arrêter sur la notion d'isomorphisme. L'isomorphisme est un concept mathématique qui, selon la définition canonique, est une application qui établit entre deux ensembles une relation telle que tout élément de l'un soit l'image d'un seul élément de l'autre. Je parle sous contrôle. Autrement dit, lorsque tout élément dans un ensemble de départ a un élément correspondant dans l'ensemble d'arrivée. L'isomorphisme peut s'entendre aussi, selon la définition qui en est donnée en chimie, comme une propriété d'avoir des formes cristallines communes pour des corps de constitution chimique analogue. C'est dans leur structure même que des correspondances pertinentes peuvent être observées et analysées, ce qui est vrai pour les sciences exactes qui se sont dotées d'un langage propre, désambiguïsé, précisément parce que le langage ordinaire n'offrait pas le degré de précision nécessaire, et alors que la langue littéraire parie, elle, au contraire, me semble-t-il, sur une polysémie, sur une richesse propre à un modèle linguistique non logiciste. Est-ce à dire pour autant que la littérature renoncerait à dialoguer avec les sciences ? Bien au contraire, c'est, me semble-t-il, cette plasticité qui constitue sa qualité propre et qui lui permet parfois d'entrer dans un rapport mimétique à des zones de la connaissance, particulièrement lorsque celle-ci touche aux sciences humaines et à ce qui régit notre vie sociale. C'est ce que souligne à propos du droit Robert Carver dans Nomos and Narrative, en expliquant à quel point le paradigme du récit est essentiel pour comprendre le rapprochement inédit des disciplines dans la théorie américaine du droit. Les savoirs sociaux, ce que Jürgen Habermas appelle les savoirs réflexifs, se prêtent particulièrement à cette démarche,
ce qui suppose une première distinction entre science et savoir. La science est le domaine propre d'un savoir constitué de paradigmes internes, de l'usage d'un langage propre sur lequel s'établit le dialogue des spécialistes. Les savoirs, quant à eux, vont se déployer dans leur champ, mais également dans la société à travers les institutions. En effet, un savoir peut prendre naissance, se transformer, se développer en proposant à la théorie scientifique de nouveaux champs d'observation, des problèmes inédits, des objets jusque-là inaperçus, mais en retour, les connaissances scientifiques qui y ont été importées ont pris valeur de prescriptions et parfois de normes éthiques. Dans le texte que je viens de citer, qui est de Michel Foucault, extrait du discours qu'il a prononcé pour son admission au Collège de France, il s'agit de distinguer la science du savoir. Ainsi, poursuit-il en ces termes, on pourrait admettre des domaines du savoir qui ne sauraient s'identifier exactement avec les sciences sans être pourtant des habitudes mentales. Entre les pratiques purement empiriques, qui relèvent de l'opinion, de la doxa et la science des spécialistes, c'est cet état intermédiaire dont se saisit la littérature. Et c'est à partir de cet état qu'on peut penser que les textes littéraires ne se bornent pas à représenter des états du savoir, mais mettent en œuvre, à leur manière, voire à l'épreuve, ces savoirs. La proximité entre certaines disciplines, notamment le droit et la littérature, réside en une communauté de formes et de langage. Bien sûr, une rhétorique propre à ce qu'on appelle le cas, qui éclaire d'un jour nouveau, dans le contexte qui nous intéresse, la pratique du juriste et celle de l'écrivain. Dans ce domaine, les homologies formelles les plus étroites résident d'abord dans une forme de littérarité du droit. Une des déclinaisons du mouvement littéraire, du mouvement américain, Law and Literature, est non pas le droit dans la littérature, mais le droit comme littérature. Ce sera d'ailleurs l'objet de mon premier point. Et Benjamin Cardozo, juge à la Cour suprême puis à la Cour d'appel de New York, introduit dans sa pratique du droit l'idée que la réécriture d'un cas, c'est ce que nous verrons à travers deux exemples, peut tout changer. La common law américaine et son pouvoir de création du droit font du juge, en quelque sorte un législateur, instaure une pratique que Dworkin qualifiera lui-même de roman à la chaîne. Chaque jugement reprenant celui qui l'a précédé en l'améliorant et en l'adaptant à des contextes nouveaux. Cette littérarité du droit n'est pas une littérarité formelle, mais constitue un véritable changement de point de vue que j'explorerai tout à l'heure. La seconde partie de ma présentation concernera les isomorphismes rhétoriques et herméneutiques entre droit et littérature. Un texte plaidoyer ou réquisitoire relève de genres du discours qui sont bien identifiés et relève aussi du langage des tribunaux. Ils importent dans la littérature des formes qui sont celles du discours judiciaire. J'enfonce là une porte grande ouverte, pardon. Mais ces ressemblances formelles cachent d'autres isomorphismes, semble-t-il, plus profonds. Les propositions théoriques croisées du droit et de la littérature et leur histoire sont susceptibles aussi d'apporter un éclairage particulier sur les deux domaines et de les croiser de façon plus originale. Enfin, le troisième point auquel je consacrerai cette réflexion, c'est que l'enjeu rhétorique semble moins permettre un isomorphisme des disciplines qu'une pensée de la littérature comme argument juridico-social, dont on peut dire aujourd'hui qu'il domine peut-être le champ des études littéraires, en s'opposant à ce que fut dans le dernier quart du XXe siècle un moment autotélique du littéraire, de la théorie en tout cas, représentée par les courants du groupe tel quel ou la sémantique de Roland Barthes. L'adaptation littéraire du discours judiciaire est alors moins de l'ordre de l'isomorphisme que d'une reformulation qui fait passer la grammaire juridique des délits et des peines, ce qu'on appelle la qualification en droit, au lexique d'une expérience partagée avec le lecteur qui donne l'opportunité d'un retour réflexif plus global sur ce que nous entendons par le juste et l'injuste. Alors, premier point, des structures communes. À propos de ces structures communes, je voudrais revenir à un texte bien connu des épistémocriticiens qui est Models and Metaphors de Max Black, qui, il y a déjà assez longtemps, isolait trois types de modèles de transfert isomorphes en épistémologie. Le modèle réduit qui consiste à dupliquer partie par partie un objet, c'est le premier modèle. Si ce modèle fonctionne pour des objets de nature mécanique, dans les transferts disciplinaires, il s'avère très vite invivable, inutilisable. Un plaidoyer littéraire n'est pas un modèle réduit de plaidoyer judiciaire. Et parfois, au contraire,
le temps de la parole et le temps du procès se dilatent au-delà des temporalités réelles, empiriques de l'épisode vécu. En aucun cas, discours littéraire et discours judiciaire ne pourraient, selon cette modalité, se refléter, se reprendre. L'exemple le plus probant, me semble-t-il, est un collectif récent qui s'intitule Un culte en procès, où Arnaud Bertina et Mathieu Larnaudy reprennent les cas célèbres qui ont rythmé l'histoire du XXe siècle, de Gavrilo Princip, de son procès, du procès de l'assassin du duc Ferdinand d'Autriche, au procès des génocidaires du Rwanda. Il ne s'agit en aucun cas pour eux de résumer des cas célèbres du XXe, de réécrire l'histoire à l'aune de ces cas, mais en redéployant littérairement ces situations, d'attirer l'attention sur les points aveugles des procédures, sur ce qui ne résonnait pas comme scandale dans les années 50, 60, 70 ou au-delà, et qui nous paraît aujourd'hui insupportable. Bref, il mesure des changements de paradigmes sociaux. Il s'agit moins donc de répéter en plus petit une procédure, mais que de la réévaluer par un nouveau récit. La seconde modalité qu'évoquait Max Black, c'est la modalité analogique. De même qu'il est question de flux en hydraulique, le terme est utilisé en électricité de manière pertinente parce qu'il y a dans les deux cas circulation d'énergie. Il apparaît de façon plus métaphorique en analyse démographique quand on parle de flux migratoires, par exemple. Et en ce sens, le transfert droit-littérature fonctionne assez bien, dans la mesure où des formes rhétoriques telles l'éloge ou le blâme relèvent à la fois de ce que Aristote appelle l'épidictique et le judiciaire, visant à convaincre, mais si la délibération appartient à la sphère politique, politico-juridique, la littérature judiciaire, on s'en rend compte très vite, englobe les trois formes de discours d'Aristote, l'épidictique, le délibératif et le judiciaire, rendant ainsi pertinent le parallèle entre des pratiques d'écriture en droit et les pratiques d'écriture littéraire sur le droit. Depuis le XVIIIe siècle, d'ailleurs, toute une frange de la littérature destinée à l'opinion publique se développe sur ce modèle, qu'on songe aux écrits de Voltaire sur l'affaire Calas, aux J'accuse de Zola, entre plaidoyer et réquisitoire. Ils définissent aussi parallèlement une nouvelle situation de l'écrivain face à l'institution judiciaire. Foucault rappelait dans Qu'est-ce qu'un auteur qu'être auteur, c'est d'abord être pénalement responsable de ses écrits devant la loi. Troisième modalité que Max Black évoquait, la métaphore. Il est évident que si le droit dans sa pratique a un effet concret sur nos existences, la rationalité d'un destin, d'une décision suppose que ces vies aient un sens, et nous attendons en général d'un récit que la vertu y soit récompensée, le crime puni. Cette téléologie du droit suppose une proximité qui dépasse la question du style narratif pour faire de l'écriture littéraire et de l'écriture judiciaire parfois la forme même des existences de ceux qui y sont engagés dans l'horizon commun de la quête d'une vie bonne. Alors, le premier point que je développerai, suivant les axes que j'ai annoncés, c'est tout d'abord celui peut-être à l'intérieur duquel l'homologie, l'isomorphisme est le plus évident, c'est le droit comme littérature, law as literature. Il faut rappeler que l'essentiel du travail du juge, c'est d'abord un travail d'écriture. Nous avons parlé il y a peu de temps dans un atelier de l'œuvre de McEwan. Il y a un de ses romans qui s'intitule The Children Act, où le personnage principal est un personnage de juge. La juge Fiona May se trouve face à une décision difficile à prendre. Elle doit statuer très rapidement, car c'est une question de vie ou de mort, dans les 24 heures, sur la transfusion d'un jeune homme de 17 ans qui, par ses convictions religieuses, refuse l'acte médical qui lui sauverait la vie. Le juge est dans le procès un tiers. Or, très vite, dans cet exemple, la juge se sent dépassée par sa biographie, les cas douloureux sur lesquels elle a eu à statuer antérieurement, engagée émotionnellement dans cette décision. Elle sort de cette neutralité qui est la sienne pour prendre une position humaniste. L'écriture et l'écriture du rendu, du jugement lui-même, à laquelle McEwan consacre une très grande partie du roman, n'est pas seulement, on voit bien, un travail de nature formelle, mais un véritable effort d'identification à la victime ou au coupable, dans un procès classique. Ici, il n'y a ni victime ni coupable. Au fond, un travail d'écriture qui met en balance ce qui peut préserver à la fois les intérêts de la société et ceux de la personne. C'est la raison pour laquelle Martha Nussbaum, grande théoricienne des rapports entre droit et littérature, insiste sur la question de l'empathie. Écrire ou réécrire un cas, c'est souvent se mettre dans la peau de la personne qui souffre, c'est développer une vision du droit
à partir de la littérature comme identification imaginaire à autrui. Cette thèse, portée également par Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre, définit très exactement cette position d'identification-distanciation qui est celle du juge empathique, capable de comprendre un cas sans sombrer dans le pathos. Deux cas célèbres ont marqué d'ailleurs le mouvement droit et littérature, le cas Heinz, le cas General Motors, traité par Richard Posner et raconté dans L'Art de juger par Martha Nussbaum. En 1925, Benjamin Cardozo publiait dans la Law Review Journal un article intitulé Law and Literature où il démontre qu'on ne peut dissocier l'écriture d'un cas de sa substance. Ainsi, écrit-il, note-t-il que la forme n'est pas quelque chose de surajouté au fond comme un simple ornement protubérant, ce qui serait par exemple de l'ordre de la tradition du juge lettré, qui va tout à coup produire un discours sur la littérature, mais que les deux sont unis de manière inséparable et que la force qui naît de la forme, la faiblesse qui naît de l'absence de forme, sont en réalité des qualités de fond qui ont une influence sur le jugement. Un exemple patent de cette conception du droit est le cas Heinz, jugé par Cardozo. Le chemin de fer de New York est contigu à la rivière Harlem qui borde celui-ci et en est séparé depuis le début du siècle par une planche de bois. Des gamins franchissent cette frontière et se servent de cette planche comme d'un plongeoir. James Harvey Heinz, un jeune de 16 ans ayant l'habitude de nager dans la rivière, plonge lorsqu'une ligne à haute tension se détache, vient le heurter de dos, puis le projette dans l'eau en l'électrocutant. La famille Heinz se constitue en partie civile contre la société de chemin de fer responsable de l'entretien des câbles électriques qui alimentent les motrices. En première instance, la famille est déboutée, car, dit le juge, l'enfant n'avait rien à faire sur une propriété privée. Point. La loi est claire. Le droit s'applique alors mécaniquement. Cardozo reprend ce cas et Richard Weisberg, qui appartient au mouvement droit et littérature, qui enseigne lui-même à la Cardozo School of Law et qui est un théoricien de cette mouvance qui commence à travailler sur ces questions dans les années 70, propose une analyse littéraire de ce cas et met en évidence dès le départ, dans le jugement de Cardozo, l'humanisation, la singularisation de la victime. Alors que les cours inférieures se sont placés d'un point de vue technique pour juger l'affaire, Cardozo met en évidence la disproportion entre le drame humain, l'innocence du jeune, certes nul n'est censé ignorer la loi, mais on peut avoir 16 ans et avoir envie de s'amuser, la détresse de la famille et la négligence criminelle d'une entreprise certaine de son droit. Lorsque la Cour en appel se prononce en faveur de la victime, dans l'affaire Heinz contre Central Railroad, il est aussi probable qu'elle s'appuie sur un argument conséquentialiste, selon lequel, si le chemin de fer ne paye pas d'amende, les incidents risquent de se multiplier, mettant en danger la sécurité des passagers et des riverains. Contre une jurisprudence logiciste ou logico-déductive, inspirée d'une conception positive du droit, Cardozo plaide pour une science du droit pragmatique qui prend en compte la sociologie et promeut ce qu'on pourrait appeler une jurisprudence du résultat, telle qu'elle est décrite dans The Nature of the Judicial Process, donc dans un texte qu'il écrit en 1925, je crois. L'audace qui consiste, dont on n'a pas idée aujourd'hui, mais à l'époque, l'audace qui consiste à donner raison à la famille Heinz, à lui accorder des dommages et intérêts, procède d'un changement de regard sur les acteurs de ce drame et sur le droit. Cette jurisprudence du résultat prend en compte ce que des années plus tard, John Rawls désignera sous le nom d'equity. La justice comme équité, donc je me réfère à son ouvrage des années 2000, met l'accent sur les asymétries sociales et la nécessité pour un juge véritablement attentif à la question de la justice de tenir compte de celle-ci dans un but correcteur. Si du point de vue des normes positives, Heinz n'avait rien à faire dans une propriété privée, d'un point de vue humain, la méconnaissance du droit qu'on peut prêter à un jeune, la disproportion entre le drame épouvantable de la perte d'un enfant et la négligence de la compagnie ferroviaire, la considération d'autres accidents possibles, si la compagnie n'est pas punie, constituent des motifs valables de réexamen du cas. Or, seule une réécriture qui se place du point de vue de la victime peut permettre cela. L'autre cas qu'évoque Martha Nussbaum dans L'Art d'être juste est celui d'une femme, Mary G. Kerr, contre Gas Turbine Division General Motors.
C'est l'atelier de ferblantier de General Motors qui, dans les années 70, accueille pour la première fois une femme. Enfin, accueille n'est pas le mot qui conviendrait, en l'occurrence. Harcelée quotidiennement par ses collègues masculins, dans un atelier où elle est la seule femme, Mary Carr subit des assauts qui vont des mots obscènes glissés dans sa boîte à outils à l'insulte machiste. Tantôt on lui reproche d'occuper un emploi masculin, tantôt on l'accuse de dévaluer le métier et le salaire, comme le ferait l'emploi d'un noir qui est victime d'un harcèlement raciste quant à lui. Tantôt on met en doute sa compétence sur le poste qu'elle occupe. Elle tente d'en parler à sa hiérarchie qui reste de marbre, et elle est déboutée lorsqu'elle se pourvoit en justice, mais va gagner en appel. C'est Richard Posner qui s'occupe de son procès. Or, Richard Posner cite les témoins en première instance avec ironie, ainsi le contremaître ricanant, qui dit qu'il témoigna en disant que même si certaines déclarations offensantes avaient été faites en sa présence, n'étant pas femme lui-même, il n'était pas sûr de leur caractère offensant pour une femme. Sur cette description simple et directe de collègues dans l'incapacité de se mettre à la place d'autrui, comme le préconise Martha Nussbaum, Richard Posner fonde son plaidoyer en démontrant que General Motors s'est montré dans l'incapacité d'intégrer les femmes alors que la Navy a réussi cela au même moment, dans les années 60-70. L'examen minutieux des récits des uns et des autres est conduit par une analyse stylistique qui est précise au point d'en démontrer le caractère asymétrique. En effet, le procureur du district en première instance observe que Mary Carr elle-même employait un langage grossier pour se faire accepter de ses collègues masculins, qu'elle fait des plaisanteries obscènes. Mais le fait qu'elle soit en minorité fait d'elle le plus souvent la cible de ces jeux et non le spectateur. La menace est donc avérée. À la fois producteur d'un récit empathique sagace, des connotations péjoratives des témoignages contre Mary Carr, et commentateur de ceux-ci, le juge Posner fait un travail littéraire en même temps qu'il se livre à un exercice que préconise l'éthique du juge. Il est ce spectateur impartial de la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith, ce qui lui permet, comme le ferait un bon lecteur, de se décentrer de sa position masculine pour comprendre la souffrance de la plaignante et assimiler imaginairement son point de vue. Alors, autant d'opérations qui requièrent à la fois lecture et écriture littéraire. Si la bienveillance et l'empathie sont au principe d'une telle attitude, le droit ne laisse cependant aucune place aux indignations larmoyantes. C'est bien par le biais d'un travail sur les mots, d'une relecture et d'une réécriture minutieuse des faits que procède cette approche spécifique que met en relief, dans un tout autre contexte, Cora Diamond, lorsqu'elle évoque la nécessaire culture des mots qui traverse les disciplines du droit et de la littérature. Le juge pèse ces mots dans un rendu de jugement, et dans la tradition américaine du droit, plus encore lorsqu'il s'agit d'une opinion dissidente. Je cite Cora Diamond, « La justification en éthique comme ailleurs se produit au sein d'une vie que nous partageons avec d'autres, mais ce que nous comptons comme faisant partie de cette vie n'est jamais décidé d'avance. La force de ce que nous sommes capables de dire dépend de la relation à la vie des mots que nous utilisons, à la place de ces mots dans nos vies, et nous pouvons faire parler les mots au moyen d'un argument, d'une image, d'un poème, d'une description socratique, d'un aphorisme, de l'ironie humienne, de proverbes, de toutes sortes de choses. Le jugement sur lequel nous faisons la lumière ou l'obscurité en procédant ainsi, le jugement sur lequel il y a de la vérité dans nos mots ou de l'aveuglement, n'est pas en général ce sur quoi il y aura accord. » Ce qui me conduit au second point de cette présentation, qui concerne des homologies formelles entre droit et littérature, et par-delà ces homologies rhétoriques, herméneutiques, peut-être des homologies également dans la théorie et dans l'histoire des théories du droit et de la littérature. Le droit dans la littérature possède en effet ses critères propres, et si on peut observer des effets de surface, comme la présence récurrente de la formule « attendu que » dans le procès-verbal de l'Ecclésio, par exemple, ou plus profondément, ce sont des modalités même du discours qui permettent de suggérer des isomorphismes entre droit et littérature. Alors, il existe une approche sommaire qui consiste à voir dans le mouvement droit et littérature une thématologie, la littérature illustrant des thèmes chers aux juristes, l'homme de loi, le point de droit débattu, ou encore la mise en scène de procès, particulièrement au théâtre. Une autre approche consiste à confronter les paradigmes communs aux deux disciplines.
reprenant certaines questions concernant le style judiciaire, soulevées par Cardozo dans l'article que je citais précédemment, dans son article Law and Literature. L'article de Richard Weisberg, Weisberg développe la notion de poétique, poethics. Il y aurait un style propre au récit judiciaire qui permet de définir un ensemble de textes pertinents. Ce que fit le doyen Wigmore à l'origine du mouvement des textes littéraires fondés sur la mise à l'épreuve du droit dans la littérature. Des Euménides d'Eschyle, qui va mettre en scène le grand procès fondateur du droit, le procès qui met fin au cycle des vengeances, à Michael Colas, au prince de Hombourg, de Kleist, à l'étranger, de Camus, et à la chute, se constitue un canon du récit judiciaire jusqu'à ce qu'on va appeler, à partir des années 2000, la jurisfiction, qu'examineront les travaux de Valérie Varnereau et qui illustrent des textes comme ceux de Jasper Forde ou encore de Ulisse comme Corpus Delicti. Le droit américain peut-être se prête plus facilement à cette analogie que le droit civil européen qui énonce de manière prescriptive des normes universelles. Penser l'origine commune aussi de la tradition interprétative en droit et en littérature offre une autre piste pour penser le lien qui les unit, l'herméneutique juridique et l'herméneutique littéraire. Celles-ci, telles qu'on les trouve illustrées chez Dilthey, puis chez Paul Ricoeur, supposent toujours 3 temps que vous connaissez bien, la compréhension, la traduction, l'interprétation, l'application. La compréhension, l'interprétation, l'application, qui correspondent bon an mal an aux 3 mimésis exposés dans Temps et Récit. Et si l'application reste un concept assez diffus en littérature, le texte étant censé déployer pour son lecteur, selon les mots de Ricoeur, des propositions d'être dans le monde, le confronter à des alternatives éthiques, en revanche, l'application en droit, le moment de la décision, a un effet pragmatique bien réel sur la vie du prévenu. La décision de la justice, ses conséquences sur les destins individuels font de l'interprétation l'enjeu majeur du procès. Et c'est le droit pénal qui fournit, sans grande surprise, le plus grand contingent de textes commentés dans la perspective du mouvement droit et littérature. À cause de leur potentiel tragique, évidemment, de la dramatisation des situations représentées, mais pas seulement. Ainsi pourrait-on considérer un roman comme The Cider House Rules de John Irving comme une glose indirecte de la loi américaine sur l'IVG, la loi dite Roe Wade. Quant à Tanguy Viel, il n'hésite pas à donner pour titre à son roman judiciaire article 353 du Code pénal, se confondant en quelque sorte avec cet article qui évoque ce qu'est l'intime conviction du juge. Intime conviction du juge d'ailleurs invisible. C'est le point aveugle de la narration puisque c'est le coupable qui déroule son récit devant un juge muet dont les réactions ne nous sont pas livrées par la narration. Au-delà de la narrativité formelle, cette mise en intrigue que décrit Ricoeur dans Temps et Récit, l'enjeu est autre. Il s'agit d'incarner le droit dans des personnages en prenant acte du fait que nous vivons dans un monde de normes. Telle est la thèse de Robert Cover dans Nomos and Narrative, et il insiste sur le fait que nous n'habitons pas seulement un univers de règles à observer, mais un monde où nous avons besoin de donner sens à nos actions. Et si le récit juridique peut être considéré, à l'instar du récit littéraire, comme un instrument de redescription, au sens où l'entend Ricoeur, il a aussi pour tâche de produire, voire de susciter, le consentement ou l'adhésion à certaines formes de vie. La littérature, quant à elle, fournit en effet une palette de situations qui mettent à l'épreuve nos seuils de tolérance du juste et de l'injuste et qui définissent des contextes dans lesquels la règle, précisément, ne peut être identique pour tous, sauf à commettre une injustice. En outre, la construction du récit juridique, qu'elle relève de l'analyse ou de la reconstitution hypothétique des faits, rencontre encore la littérature par un autre biais, puisqu'il s'agit dans ce cas d'élaborer un mode de savoir narratif relevant de ce que Peter Brooks désigne comme une prophétie rétrospective, selon des modalités qu'il emprunte au paradigme du chasseur de Ginsburg. En effet, par un raisonnement inversé, en partant des effets, des traces ou des indices, et en remontant vers les causes, un peu comme dans un roman policier, le récit devient parfois un instrument cognitif menant idéalement vers l'anagnorésie, cette scène de reconnaissance de la légitimité d'une décision ou du caractère obligatoire de cette décision. Alors,
parce qu'il relève également d'un jeu entre le vrai et le vraisemblable, variant les points de vue et les hypothèses, le droit a partie liée avec la fiction, aussi étonnante que puisse nous paraître cette assertion. Non pas seulement dans la reconstitution hypothétique des faits, mais dans l'opération même de qualification qui confère une valeur juridique aux faits, en apparence neutre. L'acte de qualification est une création de réalité plus qu'une description. Il s'agit d'informer le réel, et telle est sans doute la source de l'évolution du droit. Ainsi, dans le procès de Bobigny, le procès qui, de 1972, a pour, je rappelle très brièvement, le procès de cette jeune fille, Marie-Claire Chevalier, qui est violée par un de ses camarades de lycée, elle a 17 ans, et elle se trouve enceinte. Sa mère, qui travaille à la RATP, qui a un tout petit salaire, évidemment ne voit d'autre solution face à ce drame que d'envisager une interruption de grossesse. Elle contacte un médecin qui lui demande 3 mois de salaire, et puis elle se rabat sur ce qu'on appelle une faiseuse d'ange, qui va avorter la jeune femme, qui s'en trouve très mal et se trouve finalement hospitalisée, et qui va être dénoncée par son violeur. C'est-à-dire que c'est Marie-Claire Chevalier et sa mère et la praticienne qui se retrouvent devant le tribunal, ce qui aujourd'hui nous paraît absolument incroyable. Or, Gisèle Halimi refuse de plaider coupable. On n'est pas là pour faire le procès d'une loi, lui dit le juge. Et bien si justement, réplique Gisèle Halimi, et la mère de Marie-Claire Chevalier de lancer au juge, c'est votre loi qui est coupable. Elle requalifie ainsi son geste, elle récuse la qualification du tribunal, et cette radicalité de la défense aboutira à la loi Veil en France. Ce pouvoir performatif de la langue commune au droit et à la littérature, lorsqu'elle dénonce, accuse, s'indigne, se double d'une proximité théorique des axes disciplinaires. Alors là, je suis très bref parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, bien sûr, sur les théories croisées du droit et la littérature. Plusieurs écoles se partagent d'abord le champ du droit. Celle représentée par Hart aux États-Unis, Bobbio en Italie, Kelsen en Autriche, met l'accent sur la rationalité interne du droit. Le droit est ce qu'il est. Il suffit pour rendre justice de se référer à une norme supérieure, la hiérarchie des normes, garantissant, comme dans un système logique, la conformité de la décision à l'ordre juridique conçu comme un ordre logico-déductif. Rejetant le justnaturalisme et considérant toute interprétation comme fallacieuse, ce mouvement positiviste s'intéresse au droit existant et non pas au droit tel qu'il devrait être. Les positivistes ne cessent de répéter « le droit, ce n'est pas la morale ». On se trompe on ne joue pas dans la même cour de récréation, on se trompe de catégorie si on parle de morale à propos du droit. Alors que le justnaturalisme, lui, tente d'arrimer, en fait, le droit à une certaine conception de la vie. Le droit est ce qu'il est dans sa littéralité, pour un positiviste. Au contraire, le courant réaliste du droit convoque la sociologie, prend en compte les évolutions des mentalités, constitue une alternative au normativisme dans la mesure où il est attentif au substrat humain du droit et aux représentations imaginaires que les sujets réels se font de celui-ci. Dans une certaine mesure, la concurrence des théories de l'interprétation en droit et en littérature sont assez proches dans leurs principes. On peut risquer en tout cas cette analogie. La tradition philologique est fondée sur la recherche d'une fidélité à l'origine de l'acte énonciatif. Recréer les conditions dans lesquelles un texte a été écrit ou une loi promulguée permet de rassembler sous une même bannière partisans de la recontextualisation à l'identique des textes passés et juristes positivistes. La loi, c'est la lettre de la loi. En revanche, le droit, en droit comme en littérature, les travaux qui mettent l'accent sur la force des interprétations présentent une parenté manifeste. Stanley Fish, à la fois juriste et éminent professeur de littérature, propose ainsi une approche performative de l'interprétation dans, bien sûr, Is There a Text in the Class, et plus encore dans Quand lire c'est faire, l'autorité des communautés interprétatives. La radicalité de sa thèse d'ailleurs, son texte a été traduit par Yves Citon, et il a repris en grande partie cette thèse dans Lire, interpréter, actualiser, ce qui a conduit à une grande controverse universitaire, selon laquelle, pour leurs détracteurs, ces auteurs feraient l'éloge d'un relativisme dangereux, tant pour le droit que pour les études littéraires.
Or, penser les textes dans l'horizon de leur réception, les évaluer historiquement, c'est aussi prendre en compte leur capacité à nous questionner au-delà de la lettre et au-delà de leur moment d'émergence. Dans l'herméneutique juridique, c'est prendre en compte aussi la distance interprétative introduite par le passage de l'histoire et le contexte sociologique de la réception de la loi. C'est une des raisons pour lesquelles il me paraît, mais bon, je n'ai pas le temps d'en parler, extrêmement dangereux aujourd'hui de considérer que les petites affaires, entre guillemets, celles qui relèvent du tribunal correctionnel, pourraient être traitées par des algorithmes. Parce qu'on va bloquer toute innovation en droit. Et la complexité des cas individuels n'est pas réductible à ce qui se faisait précédemment. Imaginez qu'on ait inventé les algorithmes au XIXe siècle. Nous vivrions encore probablement sous les mêmes régimes, sous un régime légal identique. Alors le parallèle avec les divers courants de la pensée du droit s'impose. La sociological jurisprudence et le courant réaliste, tous deux opposés à la normativité juridique, s'accordent sur quelques points. La prise en compte dans la décision de justice du changement social, la croyance dans le rapprochement progressif du droit et des sciences sociales, le primat de la décision sur la règle, le juge étant parfois considéré comme un co-législateur, travaillant dans les interstices de la loi et de la jurisprudence. Et en effet, la prise en compte des effets sociaux de la décision chez les représentants de ce courant, la conception du droit comme quête de justice chez les réalistes, d'autre part, concourt à octroyer une place centrale à l'interprétation du droit dans la perspective rawlsienne qui est celle de l'equity. Inspiré de ces tendances, le mouvement droit et littérature suppose une capacité du juriste à se référer à d'autres paradigmes que ceux de la norme légale. Alors on peut peut-être aller plus loin dans le parallèle, et j'oserais pour conclure cette deuxième partie, dire qu'il y eut encore peut-être en droit et en littérature un autre moment autotélique du droit positif, on l'a vu, moment autotélique de la nouvelle critique, de l'émergence de la théorie littéraire dans les années 60-70, notamment avec des textes comme ceux de Blanchot, de Riffater, qui considèrent le texte non comme le produit d'une dynamique sociale, comme le suggère en parallèle la critique marxiste, mais comme la résultante d'un acte de langage pur. Il y a encore aujourd'hui en droit de nombreux défenseurs de la position kelsenienne, alors que dans les études littéraires, la révélation du document, l'essor de thématiques sociales et environnementales suppose, me semble-t-il, désormais une vision de la littérature arrimée aux réalia sociologiques et historiques. Et plus personne ne soutient sérieusement ce qui fut le credo des années 60-70, une littérature qui serait à elle-même sa propre finalité, issue d'un agencement de signes déliés de tout référent social ou historique. On peut considérer cette époque comme résolue. Dès lors redevient possible ce que Richard Weisberg appelait de ses voeux une poétique dans Poetics and Other Strategies, c'est-à-dire l'exposition par la littérature de solutions juridiques qui seraient à la fois humainement et esthétiquement acceptables. C'est donc, j'aborde là le dernier point de mon exposé. Ce lien retissé entre littérature et savoirs sociaux rend possible le dialogue disciplinaire, fondé non seulement sur des modes d'écriture, sur des traditions interprétatives, sur une théorie commune, mais peut-être plus largement sur l'expression, par des moyens différents de formes de vie, vis-à-vis desquelles nous sommes appelés à nous prononcer. Cette vocation militante, argumentative du droit et de la littérature est mise en avant non seulement dans des textes où le rôle du juge est représenté, mais par le fait que dans des textes littéraires et en général des représentations artistiques, le processus de décision lui-même apparaît. François Hauss, dans son essai « Dire le droit, faire justice », fait usage par exemple de la mythologie pour décrire le type de juge auquel nous avons affaire dans les sociétés contemporaines. Le juge traditionnel au sommet de la pyramide est ce juge jupitérien dont la foudre s'abat sur le justiciable. Juge Porphyre de Crime et Châtiment, qui est la main de Dieu sur terre, qui incarne la loi dans ce qu'elle a de plus redoutable. Le juge Hercule, quant à lui, est, selon François Hauss, celui qui prend à bras le corps les problèmes sociaux et agit comme un entraîneur de football au cœur de la mêlée sociale pour tenter d'améliorer ce qui peut l'être. Les figures de jeunes juges que met en scène Emmanuel Carrère dans D'autres vies que la mienne correspondent à ces magistrats qui statuent sur de petites affaires de surendettement où plaignants et débiteurs se débattent dans des difficultés souvent analogues et où le juge doit œuvrer dans la perspective de réparer des vies en apportant des solutions acceptables qui n'abîment pas le lien social. Le juge Hermès, quant à lui,
se débat dans la complexité des affaires de corruption, étudie les méandres de la loi, la jurisprudence, et se définit comme une sorte de champion de l'interprétation, à la fois fin lecteur et capable de communiquer sans divulguer ses stratégies. La dernière figure issue de l'émergence de structures supra-étatiques au XXIe siècle serait, selon Host, la figure du juge Sirius, juge à la Cour européenne de justice, par exemple celui qui voit les choses de loin avec le télescope, qui examine les cas du point de vue du droit comparé, confronte des situations très éloignées dans le temps afin d'élaborer une opinion ou de trancher des différends complexes à l'avantage peut-être du droit le plus disant ou le plus intéressant du point de vue du résultat social de la décision. Au-delà de cette figure des acteurs du droit, c'est autour d'une conception du juste et de l'injuste que peuvent se rencontrer textes littéraires et cas judiciaires. L'enjeu argumentatif d'un roman bien connu des spécialistes de droit et littérature, le Billy Budd de Melville, classique des études, est bien de s'interroger sur les réponses possibles à ce que serait une application d'une loi juste dans une situation d'extrême contrainte, en confrontant les divers commentaires qui ont été apportés du jugement du capitaine Véret, qui condamne le héros à mort dans le roman, qui condamne donc le jeune matelot. Richard Weisberg constate que le choix du capitaine Véret fait de moins en moins consensus parmi les critiques littéraires. C'est-à-dire que les premiers commentaires du livre sont très favorables à cette condamnation sévère, compte tenu des contextes historiques. Le droit contemporain, les démocraties modernes s'accommodent mal de ce qu'est un tribunal d'exception, de l'opacité des décisions des tribunaux militaires et sans doute la sensibilité collective aussi. Je voulais faire juste un petit rappel historique pour dire que les tribunaux d'exception, les tribunaux militaires, ont cessé d'exister en France seulement en 2012. En 2012, les derniers tribunaux militaires ont statué sur des cas de dysfonctionnement, le mot est vraiment un euphémisme, de l'armée française au Rwanda. Épisode assez peu glorieux de notre histoire. Car le droit, en effet, en régissant des vies, peut plonger l'individu dans la catastrophe. Dans L'Accusé de John Grisham, l'auteur, lui-même avocat de profession, s'attarde très longuement sur un point de droit américain issu d'une jurisprudence connue sous le nom de Brady. Je cite le texte en français, dans un arrêt bien connu, remontant à 1963, Brady contre Maryland, la Cour suprême des États-Unis avait statué que la suppression par le ministère public d'éléments de preuve favorables à un accusé, quand la demande en a été formulée, contrevient à l'application de la loi selon la procédure quand cet élément de preuve est pertinent pour ce qui est de la culpabilité ou de la sanction, que l'accusation soit de bonne ou de mauvaise foi. L'arrêt Brady a rééquilibré les choses et la démarche fait désormais partie intégrante de la procédure pénale. Le nom est passé dans le vocabulaire du droit pénal. Cette digression technique prend tout son sens dans le récit de John Grisham, puisqu'il s'agit d'un champion de baseball déchu, devenu alcoolique, qui est le coupable rêvé contre lequel s'acharne un procureur d'une partialité absolue dans une affaire de crime sexuel. Le roman s'attache dans ce cas à rendre public une violation du droit et surtout une asymétrie choquante entre les moyens dont dispose l'institution judiciaire et ceux du simple citoyen. Et au fond, ce qui taraude tout lecteur en lisant un roman de ce type, et si ça m'arrive ? Et si c'était moi ? Si Ron Williamson est finalement relâché faute de preuves, sans nul dédommagement de sa vie des années passées en prison, ni excuse du tribunal, ce qui prend sa place, c'est peut-être, tout simplement, puisqu'il s'agit d'une histoire vraie, le roman de John Grisham lui-même, qui serait sa seule épitaphe. Cette asymétrie a toujours été source d'inquiétude pour l'artiste soumis à la censure, ou tout simplement le justiciable, l'écrivain qui est un justiciable comme un autre. En France, dès les souvenirs de la cour d'assises, Gide évoque son expérience de juré et transparaît une critique de l'institution judiciaire, de son vocabulaire inadapté, de l'incompréhension des justiciables confrontés à cette machine à broyer. La littérature a donc été considérée, dès la naissance du mouvement droit et littérature, dans une perspective palliative, réparatrice de l'inculture humaniste des juges, de leur méconnaissance, notamment de ce qu'est le sort des classes les moins élevées de la société. Savoir si ce mouvement a tenu ses promesses démocratiques est un autre débat.
Il a en tout cas contribué à souligner, par-delà les similitudes disciplinaires de surface, un enjeu commun de ce que Paul Valéry appelait la justesse justice, ce qui peut animer le juriste, le juge et l'écrivain, ou pas. Ou pas. Et j'y tiens beaucoup parce que, contrairement à ce qu'affirme Martha Nussbaum, me semble-t-il, ça ne signifie pas que la littérature glorifie automatiquement, je veux dire, ce qu'on serait tenté d'appeler les forces du bien. Est-ce que les Américains appellent les forces du bien contre l'axe du mal ? Mais il faut le rappeler, il existe aussi des écrivains qui ne respirent pas la philanthropie. Il existe aussi, je cite, des bouquins à l'eau de rose qui magnifient l'aristocratie, des locomotives que sont les films à gros budget, des blockbusters qui légitiment la torture et le droit du plus fort. Fin de citation, c'est Ulidze et Ilya Trojanov dans un essai sur les dérives sécuritaires de l'État qui nous avertit de cette potentialité de la littérature, que ne prend pas véritablement en compte la théorie de Nussbaum. Alors, ça ne veut pas dire non plus que la littérature et les arts considèrent que le droit exprime nécessairement un ethos social partagé. C'est même le contraire qu'affirme Ulidze dans Spieltrieb en faisant l'hypothèse d'un monde anomique dans lequel les enfants gâtés du XXIe siècle se promèneraient comme dans un supermarché, sans souci d'autrui et sans préoccupation de la notion de justice. Dans un roman où elle décrit des jeunes du début du XXIe siècle, une jeunesse allemande à la dérive, qui va se livrer à un odieux chantage dans le cadre envers un professeur, dans le cadre d'un lycée, Ulidze propose l'hypothèse suivante sur cette impossibilité de punir des gens pour lesquels il n'y a plus aucun repère. Et si les arrière-petits-enfants des nihilistes avaient déménagé depuis belle lurette, quittant la boutique des bondieuseries empoussiérées qui nous tient lieu de conception du monde? Et si la Bible, la Constitution et le Code pénal n'avaient jamais été davantage à leurs yeux qu'un mode d'emploi, un ensemble de règles pour un jeu de société? Et si le bien n'était qu'efficacité maximale à un jeu minimal, le mal, en revanche, un simple résultat non optimal? Si leur motivation nous échappait parce qu'elle n'existe pas? Un juriste d'ailleurs disait que pour bien comprendre la loi, il faut se placer du point de vue du méchant, de celui qui cherche précisément à y échapper. Brandissant le spectre de l'individualisme et de l'utilitarisme, Zé interroge sans doute un des aspects les plus inquiétants de nos sociétés, à savoir le sens de la règle commune, dans un monde néolibéral réduit à des intérêts privés. Sans doute seule la littérature et les arts avec leurs moyens propres peuvent-ils explorer in fine ces confins du droit, ce qui l'inquiète, ce qui fait de lui peut-être un rempart contre une anomie généralisée, ou ce qui au contraire le rend inefficient. En conclusion, au fil du temps, on peut dire que les rapports entre droit et littérature se sont déplacés. La tradition du juriste lettré du XIXe siècle voulait que l'exemple littéraire fût illustratif, élégant, voire argument d'autorité dans un raisonnement juridique. Mais les deux disciplines demeuraient étanches l'une à l'autre. Aujourd'hui, il en va différemment et la littérature se voit reconnue par la notion de jurisdiction, que je n'ai pas pu développer, comme proposition et expérimentation plus libre à travers un texte fictionnel de la règle juridique, qui permet de mettre en cause des normes ou d'exposer leurs contradictions. Loin d'être un réservoir d'exemples de comparaison, la littérature s'attribue ainsi la capacité ou la faculté légitime de s'exprimer sur les points de la doctrine juridique. Elle entretient avec le droit un rapport critique, un rapport productif, né de la revendication d'une autonomie de jugement et d'un rejet de la hiérarchie des disciplines. Un tout récent collectif de juristes sur le droit dans les contes de fées. L'analyse juridique des contes de fées, publiée très récemment chez Dalloz en 2018, se donne pour objet un corpus de textes manifestement fictionnel, mais où s'exprime moins le droit de l'époque de Grimm ou de Perrault que notre capacité à dialoguer avec les imaginaires du droit qui s'expriment dans ces textes, qui se font jour dans ces textes. Que le droit reconnaisse dès lors la part d'imaginaire qui le constitue et que la littérature se soit réarrimée aux réalités sociales ouvre un dialogue des disciplines qui n'est pas seulement l'occasion de mettre au jour des homologies disciplinaires, mais de faire à l'occasion de la littérature un instrument critique du droit. Loin de la fascination un petit peu voyeuriste pour ce qu'on appelle les grandes affaires, les causes célèbres,
Les littératures contemporaines, tout peut-être comme le cinéma ou la série télévision, s'attachent davantage à dire le quotidien des cours de justice, l'angoisse du justiciable face à la loi. Cette réflexivité fait aussi peut-être que la littérature, tout comme le cinéma, informe désormais notre relation au droit, en vulgarisant le langage des tribunaux, en entrant dans le détail des procédures. Non seulement la littérature et le cinéma développent une expertise citoyenne, que Boltanski appelle de ses voeux et constate en même temps dans L'amour et la justice comme compétence, mais ils constituent à leur manière des métadiscours sur l'application du droit, sa perception, voire les conditions mêmes de son élaboration. Voilà. Merci Christine pour ce vaste panorama de cette pluralité de rapports et d'isomorphismes entre droit et littérature, qui certainement donne lieu à une multitude de questions, une multitude de débats, autant du côté de la littérature que du rapport de la littérature à d'autres savoirs. Et donc on va peut-être donner la parole au public au cas où il y aurait des questions. Oui. Vous m'entendez sans micro? Je ne sais pas si... Alors. Merci beaucoup aussi pour cette communication très, très stimulante. Moi, j'avais deux petites questions, mais ce n'était pas le moment de répondre parce que ce sont des contenus, mais la première, c'est en fait, tu as souvent parlé des blockbusters américains, du voyeurisme, et de facto, quand tu parlais, je pensais à ces films qui fonctionnent aussi aux États-Unis et qui insiste sur le caractère très spectaculaire aussi du droit et qui influence manifestement aussi la manière dont on conçoit le droit. Donc en fait, mais comme tu l'as évoqué, c'est juste une question par rapport à ce que tu as dit. Est-ce que tu penses qu'il est judicieux de distinguer littérature et cinéma dans leur relation avec le droit et surtout dans la manière dont l'un et l'autre influencent la réception du droit? Est-ce que le cinéma peut compliquer le droit ou est-ce que lui, finalement, ne le diffuse pas? Et ça, c'est ma deuxième question. Moi, j'ai quand même du mal, au bout d'un moment, quand on parle de droit sur des fonds de fait, à faire la distinction entre droit, éthique et morale. Ouh là là, alors là, les questions sont massives. Je ne sais pas par quel bout prendre les choses, comment dire. Alors je crois que dans la tradition américaine, déjà, il y a des pratiques professionnelles qui sont, comment dire, enseignées dans des écoles en particulier, des écoles d'avocats, qui ont un rapport très lointain avec la littérature et qui sont de l'ordre de la rhétorique manipulatrice, du persuader sans convaincre, et qui sont de l'ordre du storytelling. Le storytelling judiciaire enjoint justement, puisque tu parlais des contes de fées, aux avocats d'utiliser les fairy tales dans leur plaidoirie, surtout si le juge est une femme, parce que ça marche bien évidemment. On retrouve l'argument sexiste classique. Donc je crois qu'en fait, il faut moins distinguer la littérature du cinéma que différents types de récits, comme le suggère la citation de Ulysses et d'Ilya Trojanov que j'ai évoquée tout à l'heure, et qui effectivement appelle à une très grande prudence dans l'utilisation de ces productions culturelles. Alors j'ajouterais que quelque chose qui nous surprend aussi parfois et qui, à l'occasion, nous fait rire, c'est que le droit américain n'a pas peur d'appeler, par exemple à titre de sanction, de faire appel à la littérature ou à des œuvres d'art. Récemment, d'ailleurs, je crois que cet arrêt a été prononcé fin 2018, un braconneur multirécidiviste, avait eu pour unique injonction de regarder au moins une fois par mois, c'était l'obligation à laquelle condamnait le juge, Bambi. Et alors Bambi, c'est vraiment un très très grand classique du cinéma enfantin, évidemment. C'est un des premiers films pour enfants qui commence, non pas qui finit mal, mais qui commence mal. Et donc cette représentation de la souffrance du jeune enfant étant censée cultiver chez ce multirécidiviste une forme d'empathie. Voilà, et alors j'en sais rien, je ne sais pas si...
Mais en tout cas, donc cette utilisation finalement de la littérature, contre laquelle, bon, tu l'as bien compris, je m'inscris en faux. Hein, cette position de Martha Nussbaum n'est pas du tout la mienne. Je ne pense pas que nécessairement la fréquentation des textes littéraires, si on lit Houellebecq ou Céline, on peut douter de leur capacité à nous enseigner ou à nous mettre sur le chemin de ce que serait une vie bonne, empathique et attentive à autrui, hein, bien évidemment. Donc voilà, c'est certainement de la dynamite, hein, cette interdisciplinarité, et je crois que je ne répondrai pas à ta question ce soir, mais l'avoir posée en tout cas met le doigt sur cette caractéristique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Peut-être une petite aussi, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, tu ne fais pas de différence entre ce qu'on appelle la culture populaire et la culture savante. Oui. Parce que finalement, tu utilises Georges Deschamps comme les autres. Est-ce qu'il y a des publics spécifiques, ou est-ce que tu ferais des différences selon qui ces textes? Oui. Alors, je dirais que ça, c'est quelque chose qui appartient dès l'origine au mouvement droit et littérature. C'est-à-dire que, étrangement, en fait, John Wigmore, le premier, établit une liste de 100 textes à l'usage du juge. Alors, c'était uniquement des textes à l'usage des professionnels. Hein. Les profanes, ces lectures ne leur étaient pas nécessairement destinées, ou alors ils en faisaient un usage profane. Mais en tout cas, cette prescription initiale portait à la fois sur des romans de l'époque victorienne, dont on n'aurait jamais attendu, dont on n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent susciter plus d'empathie pour les criminels, par exemple, portait à la fois sur des romans de l'époque victorienne et sur des grands, entre guillemets, grands classiques de la littérature. Et John Wigmore lui-même aimait beaucoup Charles Reade, qui n'est pas un très grand écrivain. Donc dès le départ, la distinction du high et du low, elle n'est pas faite dans le mouvement droit et littérature. Ensuite, à partir des années 1925, avec le juge Cardozo, le mouvement semble prendre de l'ampleur et cesser d'être traité par le mépris par les juges, parce qu'il y a eu aussi une très grande résistance de l'institution, des représentants de l'institution judiciaire à ce courant. Oui, vous voulez nous faire lire des textes littéraires, c'est bien sympathique, mais rien ne remplace la doctrine. Et à partir des années 1925, lorsque le juge Cardozo arrive avec son autorité, il va privilégier plutôt les grands classiques de la littérature. Il va introduire, aussi étrange que ça puisse nous paraître, le théâtre était par exemple relativement exclu du premier canon sur droit et littérature. Il y avait très peu de textes. Il va introduire des textes de Shakespeare. Bien évidemment, mesure pour mesure. Il va introduire aussi Le Marchand de Venise. Tous ces textes sur le contrat privé, qui sont ce texte qui est vraiment extrêmement intéressant. Et là, on sent à travers le resserrement du canon autour des, entre guillemets, grandes œuvres, et à travers l'internationalisation du canon. Internationalisation relative, parce qu'il choisit des textes qui ont été traduits en anglais. À travers cette internationalisation, on sent un désir de légitimation, en fait, du mouvement. Donc on va se référer à ceux qu'on appelle les grands auteurs. Et puis, dans les années 70, Richard Weisberg va revenir produire donc, des commentaires sur ces textes, enrichir le canon des textes de Camus, donc de tout ce qui a été écrit dans les années 50-60. L'étranger va devenir un des grands classiques, La Chute, bien évidemment, du canon droit et littérature. Et je pense que c'est à partir du moment, en fait, dans les années 2000, où l'école essaime en Europe, et en particulier en Belgique, avec François Host, avec l'école de Bruxelles, avec Michel de Kerchove. Ce sont encore une fois des juristes qui s'intéressent à la littérature. Il est dommage que le chemin ait été fait si peu dans l'autre sens. Et bien là, on commence à s'intéresser à des ouvrages et à des productions cinématographiques plus mainstream. Et notamment, moi je trouve qu'un romancier comme John Grisham, qu'on trouve en vente dans les gares, a une expertise dans le domaine du droit américain, je veux dire une pratique qui est une source d'enseignement. Alors pour l'épistémocriticien, celui qui s'intéresse vraiment qui veut vraiment comparer les systèmes, a une source c'est une source d'enseignement absolument irremplaçable. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais ce canon a toujours été, cette question du canon a toujours été très floue.
a été... il s'est élaboré de manière très empirique en réalité. Et juste, si je peux ajouter, pour Bambi, il y a une anticipation ironique dans Addams Family. Addams Family, donc tu m'avais envoyé un extrait, oui, parce qu'on avait discuté. Justement, où il faut regarder des films Disney et ça rate complètement. Ça rend les méchants bons. C'est sûr et certain que ce soir, nous allons tous regarder Bambi. Oui, on va Absolument. y passer notre soirée, Ah ben, je pense. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait bien poser une question? Non. Alors je pense qu'on peut...